Yo tout le monde, c'est le fanboy et aujourd'hui le chapitre 2 de JJK Modulo est sorti, alors on va lire ça tous les deux. Et justement, ce chapitre commence par être très clair avec nous. Dans JJK Modulo, il va y avoir énormément de géopolitique. Mais c'est super intéressant parce qu'on voit ces deux personnages se poser de vraies questions. Est-ce que les aliens pourraient transporter des virus mortels pour l'humanité ? Est-ce que les coutumes, les attitudes de l'humanité pourraient être mal prises par les aliens? On ne sait pas si par exemple deux hommes viennent pour les rencontrer, est-ce que ça pourrait être pris comme un signe de guerre? Est-ce qu'une personne voulant serrer la main d'un des aliens pourrait être pris comme une déclaration de guerre? C'est super intéressant et justement c'est ce qu'on va voir. Puisqu'il rencontre les extraterrestres qui parlent directement japonais. Et ça met direct un froid sur la scène. Pourquoi? Parce qu'ils se demandent s'ils pouvaient parler en anglais aux Américains qui les ont vus juste avant. Est-ce qu'ils ont déjà pu discuter de tactique? Peut-être est-ce qu'ils ont déjà fondé un plan? Et est-ce qu'il pourrait être dangereux pour l'Assemblée japonaise? On a directement ce genre de discussion qui pourrait être très intéressante. En tout cas, les aliens sont apparemment ravis de rencontrer les Japonais, qui sont le seul peuple sur la planète Terre à maîtriser la sorcellerie. On voit un échange très courtois avec un alien qui ressemble beaucoup à Tengen, un personnage de JJK, qui fait clairement référence au fait que les trois clans vraiment très supérieurs de la société de Jujutsu Kaisen vont probablement venir d'aliens, que ce soit Sukuna, Gojo, Tengen, peut-être Geto. Mais justement, en parlant de géopolitique, on voit les aliens essayer de mettre un coup de pression sur les Japonais en montrant leur espèce de leader suprême qui apparemment est de niveau Sukuna au même moment qu'ils se disent pacifiques. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des jeux psychologiques qui est en train de se passer, mais c'est exactement ce qu'on aurait entre deux pays en train de faire une guerre froide. Et ces personnages le comprennent très bien. On voit qu'ils ont réussi à négocier de laisser les ambassadeurs simuriens, donc les extraterrestres, venir étudier la sorcellerie sur Terre en se faisant passer pour des humains. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas du tout quelque chose de cool pour l'humanité? Et pourtant, c'est ce qu'ils ont réussi à négocier. Faut quand même se rappeler qu'il y a 50 000 aliens qui possèdent potentiellement la sorcellerie qui flotte juste au-dessus de la planète Terre. L'humanité est clairement en défaveur et c'est ce qui rendait cette tension dans cette discussion aussi intéressante. Mais du coup, c'est là qu'on a une vision un petit peu plus claire et détaillée de ce qu'ils ont vu, le chef des Simuriens. Et franchement, il faut le dire, le mec est beaucoup trop stylé. Non mais regardez-le, vous me dites ouais ce mec il a le niveau de Sukuna? Franchement, moi je te dis oui, je signe tout de suite, il est beaucoup trop badass. On nous dit qu'il a la même puissance que Sukuna, qui était une menace de rang S. Alors, il faut prendre l'information avec des pincettes, puisqu'au final, la chose qui est rang S, c'est les 50 000 Simuriens et la menace qu'ils posent. Alors que Sukuna, c'était à lui tout seul qu'il était rang S. Après, évidemment, il faudra voir s'ils ont des expansions de domaine, s'ils ont des trucs comme ça, ou s'ils sont nuls. Parce qu'il y a quand même encore Yuji qui traîne, donc bon, on va en parler, mais après. Là, le chapitre, il revient sur de la politique, en nous disant qu'après le Culling Game, les Japonais, ils se sont vraiment mis tranquilles, ils ont commencé à maîtriser leurs émotions, ce qui a énormément diminué les risques de fléau, de malédiction, ce qui a donné un petit peu une aisance dans le monde qui, poussé par les Américains, ont traduit une espèce de politique assez nationaliste chez les Japonais. Le problème, c'est que cet état politique est très fragile. Donc si le public commence à savoir qu'il y a des extraterrestres qui arrivent et que les Japonais sont ultra nationalistes, vous vous imaginez bien qu'avec les tensions de racisme, les trucs un petit peu comme ça, il y a une guerre civile qui peut éclater.
Et ça, le gouvernement japonais, ils veulent tout faire pour ne pas que ça arrive. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé de prendre les aliens et de laisser les petits-enfants de Maki et de Yuta s'en occuper. Mais justement, c'est là-dessus qu'on revient sur Yuka et Tsurugi qui sont en train de discuter de la situation. Ils sont en mode, du coup, il y a vraiment des aliens qui sont arrivés. Alors, ils y croient à moitié, même s'ils pensent clairement que c'est vraiment le cas. Ils repensent au troisième œil de Mojuro qui les fait un petit peu quand même flipper. Et ils ont des infos sur le marché noir qui a arrêté l'export et le trafic d'enfants japonais. Mais c'est justement au moment où ils sont en train de se dire qu'ils iraient bien directement aller au vaisseau pour voir si c'est vraiment des aliens ou pas, que le méchant qu'ils ont arrêté dans le chapitre précédent apparaît devant eux. En fait, il est dans l'espèce de bus dans lequel ils y ont mis, sauf qu'il y a un espèce d'écran qui les empêchait de le voir et qui s'active à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il leur donne un petit peu toutes les infos que nous on a sur les Simuriens en leur disant qu'il a des sources sur le dark web, etc., etc. Mais du coup, il les reprend sur leur idée d'aller voir leur vaisseau. Il leur dit que tous les jours, à 20h, les aliens ont besoin de se ressourcer pour pouvoir survivre. Et il leur donne le moment et l'adresse exacte d'où il faut être pour avoir une chance de choper le vaisseau. C'est justement là qu'on les retrouve dans la forêt en train d'essayer d'accéder à l'endroit où est censé se poser le vaisseau. On les voit avoir une nouvelle discussion sur l'anneau que Maki avait donné à Yuka, mais que leur clan a repris pour donner à Tsurugi. Et en fait, on se rend compte que Tsurugi, il a envie de lui redonner, mais il peut pas à cause des clans et de ce que représente pour lui cet anneau. C'est l'anneau de sa grand-mère qui avait, elle aussi, une restriction céleste. Il a en fait envie de devenir comme elle, et l'anneau, pour lui, ça symbolise sa motivation. On apprend d'ailleurs que Yuka veut devenir comme Yuta et que Tsurugi veut devenir comme Maki. C'est là qu'il tombe sur le vaisseau qui a une forme plutôt intéressante. On dirait un énorme rectangle ultra basique mais avec des espèces d'engravures un petit peu stylées, moi j'aime beaucoup. Mais c'est là qu'on a un des plus gros bullshit du chapitre avec Tsurugi qui dit à Yuka que Sukuna a été battu par Papi et Mami, par Maki et Yuta. Yuta, il n'a pas été capable de piloter le corps de Gojo et il s'est fait éclater par Sukuna, mais de tous les côtés. Et Maki, elle a juste eu son petit moment où elle a popé et où elle a poignardé Sukuna par derrière. Mais c'est absolument tout. Le vrai du match, c'est Yuji et c'est Gojo. Il faut pas faire de la propagande ou modifier le passé comme ça. Ils vont vraiment se prendre une claque quand ils vont voir Yuji arriver. Hein. Mais du coup, c'est là qu'on retrouve Maru, qui a un frère jumeau. Et c'est vraiment bizarre parce qu'ils sont complètement opposés. Là où Maru est vraiment heureux, assez bon vivant, son frère jumeau qui s'appelle Cross est complètement l'inverse. Il est vraiment en mode « je suis un soldat, il faut que notre espèce survive ». Et on voit ça clairement dans leurs dialogues qui sont très chaleureux de la part de Maru mais très froids de la part de Cross. On a même Maru qui lui propose d'aller manger un truc et alors là, Cross lui refuse de manière totale et absolue. On voit presque que Cross est plutôt du côté de déclarer la guerre envers la planète Terre. Alors évidemment, Maru est complètement contre l'idée, mais c'est là qu'on arrête leur discussion de manière très très froide. On revient sur Tsurugi qui est en train de se balader sur les toits de la ville du Japon dans laquelle ils sont. Le problème, c'est qu'il croit voir Maru alors qu'il est en train de rencontrer Cross. Tsurugi essaye de lui parler un petit peu à la cool en lui disant qu'il faut qu'il fasse gaffe à bien se cacher parce que si la population du Japon le voit, c'est terminé. Le secret sur leur opération sera complètement révélé. Ce à quoi Cross lui répond « Ne me parle pas !» Et alors Tsurugi, quand il voit ça, il commence à péter un câble, mais c'est là que le chapitre se termine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. J'ai l'impression que la géopolitique, la politique va être un petit peu plus présent que dans JJK, mais en même temps, c'est un renouveau que je peux apprécier. Ça demande un petit effort de réflexion, mais franchement, c'est quelque chose que
que j'accueille volontiers. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, dites-moi ce que vous avez pensé de la review, et surtout, abonnez-vous.